On va enchaîner tout de suite avec Benjamin Baudet, qui est CEO de C2IS. On va creuser encore le sujet de la conversion, de l'optimisation et parler du contexte design. Je vous laisse la parole, Benjamin. Merci Jérôme, merci à toi et à Stéphane de nous accueillir en tant que partenaire au cours de cet événement Next Tourisme. Alors effectivement, vous m'avez offert la parole pendant un quart d'heure autour du contexte design. Simplement pour me présenter rapidement, je suis Benjamin Baudet, je suis le fondateur d'une agence qui s'appelle C2IS, une agence digitale qui compte 35 collaborateurs et qui est spécialisée dans le e-tourisme. On conçoit et on développe des sites internet et des applications pour nos clients. Et avec ces clients qui vont du e-commerce mondial de Relais-Château aux stations de ski les plus belles des Alpes comme Val d'Isère, Val Thorens et Courchevel, en passant par des campings en Ardèche, on génère de la transaction. L'année dernière, avec ces clients-là, on a fait plus de 200 millions d'euros de transactions et on a en partie réussi ce volume-là parce qu'on applique systématiquement avec l'ensemble de nos clients une réflexion autour du contexte design. Alors, mon objectif autour de cette intervention, c'est pas d'être hyper théorique sur un certain nombre de sujets, c'est qu'au bout d'un quart d'heure, vous repartiez avec quelques idées, quelques quick wins autour de ce sujet-là, avec une première réflexion et une première question, c'est qu'est-ce que le contexte design? Et pour faire simple, pour nous, c'est la différence entre une discothèque et un aquapark. Alors, ça peut paraître assez disruptif comme définition du contexte design, mais c'est la réalité de ce que l'on a côtoyé depuis maintenant près de 5 ans avec nos clients, depuis qu'on a mis en œuvre cette méthodologie. Comme je le disais, on travaille avec des campings qui ont connu un boom assez significatif de leur vente en ligne avec l'arrivée des mobil-homes en remplacement des emplacements de tentes qu'ils avaient pendant très longtemps sur leur surface de vente. Et leur dispositif Internet, lorsque vous arriviez à faire une recherche et que vous arriviez sur la fiche d'un camping, valorisait l'ensemble des services qui étaient présents. Et on avait le plus souvent une discothèque pour les ados et dans le même temps et au même niveau un aquapark pour les enfants. Or, on s'est rendu compte que dans le parcours des internautes, ils nous donnaient des informations qui étaient particulièrement intéressantes pour effectivement réduire notre argumentaire et le rendre encore plus pertinent. Et c'est là où intervient le contexte design et on verra les différents exemples d'applications. Simplement, à l'heure du big data, parfois il ne faut pas oublier des choses simples et pratiques. Quand vous remplissez un moteur de recherche et que vous annoncez la composition de votre famille, c'est-à-dire que vous êtes avec 2 adultes et un enfant, l'information que vous venez de donner, qui est que vous allez venir avec un enfant, elle est déterminante pour votre offre de séjour. À partir du moment où vous savez ça, enlevez les photos de la discothèque, mettez les photos de l'aquapark, de la sécurité, des autres copains qu'on voudra avoir, et vous arriverez effectivement à mieux transformer, à mieux travailler votre conversion. On s'est rendu compte qu'en mettant en place ce type de système, on arrivait à développer les revenus de nos clients entre 15 et 20%. Sous réserve que les conditions tarifaires étaient optimum. Donc ce sont des choses simples. Alors on parle de contexte design sur du déclaratif. Effectivement, quand je remplis mon moteur de recherche, à partir de la saisie que je viens de faire, je vais pouvoir appuyer des résultats qui sont différents. On parle aussi, et parce qu'on est sur un thème qui est mobile, d'un certain nombre de sujets autour de la géolocalisation. Pour répondre à votre question tout à l'heure sur site responsif ou site adaptif, nous on a un parti pris qui est celui de l'adaptabilité. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que dans la mobilité, un mobinaute, il a un besoin qui est différent s'il est situé à Paris, à Lyon ou à Val Thorens. En l'occurrence, l'exemple que j'ai derrière moi est celui de Val Thorens. Du coup, le site mobile de Val Thorens s'adapte en fonction de la géolocalisation qu'on a identifiée. On a un taux de fiabilité technologique aujourd'hui qui fait que 75% des internautes, on arrive à identifier leur zone géographique. Et à partir de cette identification instantanée, on va pouvoir leur pousser une offre mobile, on n'est pas dans l'applicatif, qui correspond à leurs besoins, à leurs attentes. Clairement, d'une manière assez simple, quand vous êtes à Val Thorens, vous n'avez pas besoin de savoir qu'il fait beau. Il suffit d'ouvrir la fenêtre et vous allez vous rendre compte qu'il fait soleil. Par contre, le jour où il fait mauvais, vous avez intérêt à savoir ce que vous pouvez faire en dehors d'aller essayer de vous perdre dans un jour blanc. Donc c'est l'ensemble de ces astuces qui font qu'aujourd'hui, on adapte le contexte de navigation de notre mobinaute en fonction effectivement de sa zone de géolocalisation et aussi, là, dans ce cas-là, des horaires auxquels il se connecte. Quand vous vous connectez à 11h, pas la peine de vous annoncer à 8h quelles ont été les pistes qui ont été ouvertes. Par contre, on peut commencer à vous faire un point sur les différentes animations que vous allez retrouver en fin de journée et de ce que vous allez pouvoir exploiter. Donc ce sont des éléments sur lesquels on travaille et la géolocalisation est un élément de contexte qui est fondamental. Deuxième élément de contexte design, c'est la notion de marché. Là-dessus, la France est très très en retard. Et quand je vois des articles qui annoncent qu'effectivement des destinations européennes sont plus influentes ou mieux servies que nous en matière d'attractivité touristique, je dis qu'une partie de la problématique, c'est qu'on ne se soucie pas de l'autre et qu'on se soucie peu de notre clientèle internationale. En clair, jusqu'à maintenant, la majorité des dispositifs digitaux dans le tourisme, que ce soit institutionnel et privé, se limitaient à une construction
de langue. Vous choisissez votre langue. Or, un vacancier français, belge et suisse, il parle la même langue, mais ses attentes et ses besoins sont radicalement différents. On a eu une évolution il y a quelques années avec l'exemple de la Nouvelle-Zélande, en l'occurrence c'est l'écran qui est derrière moi, qui a commencé à s'intéresser à la notion de marché, en se disant, c'est tout bête, un Anglais et un Américain, ils parlent tous les deux anglais, par contre, l'anglais, s'il se détermine comme anglais, si la première photo que je mets de ma destination, c'est le prince William avec Kate qui sont en train de se promener sur un de nos bateaux, j'ai déjà fait 50% de ma vente sur ma destination. Et ils ont raison. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les destinations touristiques sur ces éléments de contexte où on a dépassé la notion de langage et on travaille véritablement marché par marché. Il y a une mine d'or chez Atout France, il y a des mines d'or chez un certain nombre d'acteurs pour trouver effectivement les bons argumentaires et faire en sorte que soit par une authentification de l'IP, là encore, la géolocalisation, soit par un déclaratif du client, on arrive à pousser des éléments qui sont soit des argumentaires propres à chacun des marchés, les attentes sont différentes d'un marché à l'autre, soit travailler effectivement sur les offres commerciales qui sont différentes, amener des visuels qui sont adaptés. Je le disais tout à l'heure, on travaille dans l'univers de la montagne. La perception de la montagne pour un client anglais ou américain, elle est absolument pas la même. Vous mettez pour un client anglais la photo d'un skieur avec un moniteur, c'est beaucoup plus parlant pour lui que pour un Américain qui ne vise que les grands espaces, la liberté, parce que dans ces stations de ski, il y a un flic qui va pouvoir le prendre au radar si jamais il dépasse la vitesse. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes enjeux et pourtant rien qu'avec un visuel, on est en capacité de travailler notre conversion et l'appréciation qu'on a. On a aussi les objets sociaux. Les différentes destinations et marchés montrent que la pénétration des réseaux sociaux ne sont pas les mêmes et que forcément dans certaines destinations, vous avez intérêt à vous adapter au réseau social phare local plutôt qu'à essayer de lui vendre systématiquement votre Facebook ou votre Instagram. Donc il y a des vrais sujets autour de ça et lorsqu'on est dans des environnements B2B, les contacts personnalisés, là aussi, c'est une différence qui est relativement fondamentale. Troisième sujet de contexte design, c'est la météo. Ça, ce sont des sujets effectivement qui rejoignent un petit peu les deux premiers. Lorsqu'on est effectivement à la fois dans l'internet de séjour, on parlait tout à l'heure sur Accor, lorsqu'on est effectivement sur une destination touristique ou lorsqu'on est dans un parc d'attractions, forcément, on va avoir un temps réel qui va être météo dépendant. Et donc effectivement, on est en capacité d'adapter immédiatement notre interface pour faire en sorte qu'elle puisse proposer une information qui s'adapte à cette météo de pluie. Et de plus souvent, effectivement, dans les destinations touristiques, on met en place ce type de dispositif. Autre sujet, c'est le contexte design par l'utilisateur. C'est-à-dire, effectivement, on voit qu'il est en train de travailler sur un certain nombre de parcours, il est en train de parcourir un certain nombre de pages, et on lui donne des raccourcis. Et ça, dans l'Internet mobile, c'est fondamental. On s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un besoin de prendre en compte ce qui était en train de se passer, les différentes interactions qu'il avait avec votre dispositif, pour faire en sorte que ce dispositif lui offre des raccourcis, notamment pour revenir. Et là, c'est là où on arrive à un concept, là aussi, dont on pourrait débattre longtemps, qui est la notion d'expérience sans couture. C'est comment faire en sorte que quelqu'un qui démarre dans le métro avec son smartphone, qui va reprendre entre midi et 2 avec son desktop une partie de sa navigation et finir avec sa tablette sur son canapé avec sa femme le soir pour décider de son séjour, lui donner les outils qui lui permettent de ne pas avoir à tout refaire systématiquement. C'est là où on trouve effectivement dans les principes d'AutoMotion la possibilité d'enregistrer sa navigation, de l'intégrer dans une notion de compte qui est bien entendu transverse à l'ensemble de ces outils et supports pour faire en sorte qu'effectivement, à la fin de la journée, je puisse initier ma démarche en début avec mon smartphone et la finaliser par une réservation sur une tablette. Autre élément, et là ça rejoint la notion de big data qui a été évoquée par Clément en première présentation, sur la masse de données que l'on collecte. Et effectivement, on n'a pas la vérité lorsqu'on déploie un dispositif sur l'ensemble des éléments de réussite et de nos argumentaires. Et donc, on voit en fonction des pages qui sont parcourues, des éléments qui sont publicités, voire des avis qui sont récoltés, une capacité que vont avoir nos internautes à créer leur propre classement, à donner leur propre parcours et à faire en sorte que lorsqu'on se retrouve sur des points d'entrée, on arrive effectivement à construire une partie de notre interface où les tops et parfois les flops arrivent effectivement à montrer à l'internaute là où est le meilleur de notre offre, là où est le meilleur de notre destination et là où on est effectivement dans une logique de concrétisation et de conversion. Autre grand sujet du contexte design, c'est la conversation. Et c'est le grand sujet du moment. Effectivement, les différentes annonces qui ont été faites, notamment par Facebook au mois d'avril, avec l'usage des bots à l'intérieur de Messenger, ont bouleversé pas mal de questions autour, effectivement, des outils que l'on peut mettre en place, notamment dans la démarche touristique. On a déjà, nous, commencé à travailler sur des prototypes pour les stations de ski. On voit qu'il y a une dimension de machine learning et d'apprentissage qui est relativement importante. Ceci dit, quand vous avez un dispositif comme valtorins.com qui fait 5 millions
millions de visiteurs, dont 2,2 millions sur mobile, vous devez effectivement travailler sur une partie de l'accueil numérique et vous ne pouvez pas répondre à 2,2 millions de personnes. Donc vous devez être en capacité d'engager le conversationnel. Et ce conversationnel, au travers des questions qui vont vous être posées et des réponses que vous allez leur apporter, va vous permettre de déterminer quel peut être le parcours suivant pour l'internaute. Et donc, effectivement, si vous, là encore, vous récupérez une information du type « je veux venir en famille », vous allez pouvoir l'emmener vers un lien où l'argumentaire que vous allez dérouler ou l'offre de service que vous allez faire, elle est vraiment orientée famille. Donc, on voit qu'à l'intérieur des outils conversationnels, on y associe de plus en plus des outils complémentaires permettant aux opérateurs, qu'ils soient automatiques ou physiques, de pouvoir emmener l'internaute sur un parcours qui est différent en fonction de sa problématique. Et donc, on crée à l'intérieur N versions de site internet ou N versions de site mobile pour faire en sorte qu'on puisse répondre au plus grand nombre. À titre d'information, une destination comme Val Thorens, aujourd'hui, c'est à peu près 350 parcours différents. Un site comme relaychateau.com, c'est à peu près 700 parcours différents pour permettre effectivement de répondre à la fois à des problématiques typiques de marché ou à la fois à des problématiques typiques de « je suis en recherche de cadeaux de voyage de noces dans le cadre de Relais Château », d'apporter l'argumentaire sur mon offre de service qui va bien pour faire en sorte que ma conversion, elle soit maximisée. Et la conversation est un enjeu important par rapport à ça. Le design, le contexte de l'imprévu. Ça, c'est une petite aparté, mais c'est aussi dans les différentes annonces qui ont été faites par Facebook au mois d'avril. Un des points qu'on a constaté sur la navigation mobile, c'est que on avait plus de 30% qui étaient des sessions ou des moments de connexion qui étaient interrompus de manière vraiment imprévue pour le mobinote. Et ça, c'est des choses qui font que vous êtes effectivement dans le métro, vous êtes en train de faire votre recherche, vous croisez quelqu'un qui vient vous interpeller, vous n'allez pas continuer votre recherche, vous allez ranger votre smartphone et faire en sorte qu'effectivement, vous puissiez commencer à converser. Dans ce cas-là, typiquement Facebook qui a pensé aujourd'hui à la possibilité de sauver une partie de ce que vous êtes en train de consulter et de le retrouver directement dans votre compte. De faire en sorte qu'effectivement, vous arriviez à avoir cette unification, ce schéma d'information dans les 150 moments que vous participez dans une journée. Si vous en consacrez 30 sur votre problématique de e-tourisme, que ces 30 soient liés. Et à un moment donné, effectivement, fasse en sorte que vous puissiez tout reconstruire et gagner du temps dans la construction et la réservation de votre séjour. Donc là, on voit apparaître effectivement des boutons issus des réseaux sociaux, issus des acteurs de dispositifs Internet pour faire en sorte que l'on puisse avoir ce contexte de l'imprévu qui est géré. Aujourd'hui, réussir son contexte design, c'est pourquoi c'est pour nous. C'est 80% de préparation et 20% d'action. Ce qui est important, et c'est ce qu'on dit souvent à nos clients, c'est d'abord une question de stratégie. C'est comment est-ce que vous voulez l'utiliser dans le cadre de la conversion? Est-ce que vous avez une dimension internationale qui est importante? Est-ce que vous avez une complexité dans vos produits? Quels sont les points sur lesquels aujourd'hui, dans vos analyses, dans votre analytics, on se rend compte que vous êtes un petit peu en défaillance en matière de vente en ligne et sur lesquels, effectivement, on doit appuyer chaque scénario, chaque parcours. Donc ça, effectivement, ça nous permet de construire une stratégie et de l'établir. La deuxième chose, c'est que c'est un pilotage d'une courbe d'apprentissage. Je parlais tout à l'heure des bots et de l'importance du machine learning. Dans matière du contexte, c'est exactement la même chose. On n'a jamais de réponse prédéfinie avant la première mise en ligne. Par contre, tout au long de la vie du dispositif, on doit adapter les choses. On a effectivement deux outils pour le faire. La première, on est chez Google, donc je vais utiliser Google Analytics, c'est effectivement la traçabilité, le marquage pour faire en sorte qu'effectivement l'information valide à la fois nos scénarios de départ, voire nous en font découvrir d'autres. Et le deuxième, c'est faire en sorte que les dispositifs que vous devez concevoir, travailler avec des partenaires comme C2IS et nos confrères, ce soient des dispositifs qui soient suffisamment modulables pour faire en sorte que d'un parcours à l'autre, un changement puisse être réalisé quasiment dans la journée et pas forcément prennent 3 semaines, 4 semaines avec un sprint, une recette, une mise en production et une validation finale. Donc c'est dans cette pilotage du cours d'apprentissage, on apprend beaucoup dans l'outillage de nos dispositifs et donc on arrive à ce qu'on appelle un design d'une interface modulaire. C'est-à-dire que la manière dont on pense aujourd'hui les interfaces mobiles, elles sont de plus en plus modulaires. Alors nos graphistes et nos directeurs de création sont un petit peu tristes parce que la part belle à la créa est de moins en moins importante dans l'univers du mobile, même si je crois qu'on peut encore faire de très belles choses dans cet univers, pour laisser place au pragmatisme. Et donc à la capacité que doit avoir un dispositif mobile à s'habiller, à se modifier en fonction du contexte dans lequel se place la visite du client, parce que ça va permettre de répondre à son besoin.
Et enfin, pour ce faire, on pense souvent aux couches dimensionnelles. Aujourd'hui, alors pour essayer de l'expliciter, lorsque vous prenez votre smartphone, vous avez l'interface avec le page HTML, vous pouvez rajouter des boutons dessus, des boutons qui apparaissent au travers des interactions et des différents moments de votre connexion. Là aussi, il faut qu'il y ait une vigilance qui soit accrue pour faire en sorte qu'effectivement, ces boutons ne viennent pas nuire à la lisibilité de la navigation, ne viennent pas compliquer la tâche de l'internaute et travaillent vraiment toute la quintessence que l'outil mobile, version mobile, peut offrir, et vraiment il en offre beaucoup à ce niveau-là. Encore une fois. Juste en termes de débat, quand on est aujourd'hui en phase de discussion sur les stratégies avec nos clients, ils opposent beaucoup en disant mais alors il vaut mieux investir dans du context design ou dans l'automotion, qui est l'autre grand mouvement de fond, qui dit aujourd'hui un internaute coûte de plus en plus cher à acquérir, donc il faut le convertir. Et il y a deux solutions en matière de conversion. Nous, on pense que l'automotion, c'est un outil complémentaire, même si on commence à voir aujourd'hui une réticence de plus en plus importante des internautes, qui commencent à constater qu'effectivement, dès qu'ils essayent de sortir d'un site internet, systématiquement, sur les principaux sites e-commerce, on veut leur placer quelque chose. Et on a un sentiment de défiance à hauteur maintenant de 60%. On a fait une étude récente dans l'univers du e-tourisme, où les gens commencent déjà à être là de ce type d'outils, considérant qu'effectivement, il ne faut pas les forcer à s'inscrire ou à continuer la navigation. Soit ils ont trouvé la bonne information et le contenu, et ils reviendront, soit ils ont déclenché une action de commande ou de mise au panier ou de création d'un compte qui leur permettra de revenir très facilement. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, il faut trouver une bonne complémentarité des outils et donc s'attacher à travailler les contextes et les contenus qui sont issus du dispositif. Voilà, hop, j'ai réussi le 15 minutes. 15 minutes pile, bravo, beau respect du timing, on va essayer. Merci.